Attends, j'essaie de retrouver ma voix. Ma voix que j'ai perdue dans ce pub entouré de supporters du PSG. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Arsenal. On est à la mi-temps d'un double match de demi-finale de la Champions League Arsenal-PSG. On peut clairement dire qu'Arsenal est en train de perdre pour le moment, mais il y a l'autre moitié qui ne tarde pas à arriver, qui ne tardera pas à arriver parce que c'est dans une semaine. On est mercredi et c'est mercredi prochain. Donc, j'essaie de trouver le coffre à l'intérieur de ma cage thoracique pour projeter ma voix, mais j'ai un peu perdu beaucoup de capacité de mes cordes vocales hier, vu que j'étais au pub avec beaucoup d'amis fans du PSG et que j'ai dû défendre tout seul, bec et ongles, toutes les fautes, toutes les décisions, toutes les occasions, avec toute la mauvaise foi que je pouvais trouver en moi, mais il fallait que je l'assène en hurlant et c'était difficile. Commençons d'abord par... salut Alex, tu vas bien ? Salut, ça va. Mais je pensais qu'une mi-temps c'était un quart d'heure, je savais pas que c'était une semaine. Ouais, t'as vu ? C'est le... Ouais. Non, mais c'est... Là, et c'est plutôt bienvenu, parce qu'il va falloir se regrouper, je pense. Donc je pense qu'une bonne semaine... Alors, on en parlera à la fin, mais putain, qu'est-ce que j'ai pas envie d'avoir un match contre Bournemouth entre les deux. Oh là, la galère. Ouais, alors toi, ça va ? Tu le vis comment ? Tu vis comment cette mi-temps ? Écoute, la mi-temps, je la vis bien, puisque c'est que la mi-temps. Ah ouais ? Ouais. Bah, on va en parler, mais disons que pour moi, j'ai été j'ai fait un peu le rabat-joie quand on a gagné contre le Real, tu me l'as reproché d'ailleurs. Et là, je vais faire l'optimiste, paradoxalement. Toi, non, ce que tu es en train de dire, c'est après le match aller de 3-0, je t'ai reproché d'être rabat-joie. C'est pas le match entier. Enfin, c'est pas les doubles matchs dont tu parles. Là. Non, c'était plus le quand on avait gagné 3-0. Voilà, et là, je vais être optimiste. En fait, faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que, bon, on va parler de la performance et tout ça et du match, c'est pas très réjouissant. Mais en même temps, on peut se dire que ça aurait pu être pire. Parce que vu ce qui s'est passé et tout, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal avec 1-0. Alors oui, on va en parler, on aurait pu marquer tout ça, ok, d'accord. Mais vu les opportunités qu'ils ont eues, franchement, on s'en sort bien. Ça aurait pu être 2-3-0. Et ça veut dire que c'est pas insurmontable, 1-0. Il y a encore tout à jouer pour moi. Donc voilà. Ouais, en sortant, heureusement qu'on n'a pas enregistré l'épisode juste après le match parce que ouais. j'aurais été beaucoup moins calme, surtout après mes 3 heures dans le pub là. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus gros match de l'histoire d'Arteta comme manager à Arsenal. Ouais. Peut-être la plus grosse affiche c'était Real Madrid, mais là on parle d'une demi-finale en Champions League. La dernière fois qu'Arsenal Quoi ? Pardon, c'est quand même le PSG. C'est quand même le PSG, ouais, mais je veux dire l'affiche contre le Real, c'est toujours plus grand. Mais je dirais qu'en effet, une affiche contre le PSG, c'est déjà énorme. Et en plus, en demi-finale, c'est donc encore plus grand que Real, je trouve, en quart. Et sur la dernière fois qu'Arsenal était en demi-finale, c'est 2009. Et c'était une humiliation contre Manchester United. Donc là, c'était quand même un match. T'imagines, 16 ans plus tard, on se retrouve en demi-finale. C'est un peu l'aboutissement d'un projet quinquennal d'Arteta sur toutes ces dernières années. Et malgré tout ça, qu'est-ce que le club trouve à faire avant le match ? C'est nous dérouler ce tifo de merde qu'ils ont voulu prendre en main eux-mêmes pour que ce ne soit pas la Ashpen Army, les ultras qui s'en occupent. Et ils nous sortent une vieille banderole, une sorte de toile avec juste un canon blanc sur fond rouge comme si j'avais fait une recherche internet et ils l'étendent même pas bien, soi-disant ils étaient très fiers de le faire tomber du toit et en fait c'est même pas bien étendu, c'est ridicule, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu et je pense que ça a cassé les joueurs et ça explique les 30 premières minutes foireuses parce que t'es sur le terrain, t'es en plein Champions League, t'es en demi-finale et tu vois ce truc descendre, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Bon, je pense que c'est un peu exagéré de mettre tout sur le tifo, mais ça résume bien l'esprit. C'était pas terrible. Pourtant, souvent, Arsenal, ils arrivent à trouver les bons trucs pour motiver la foule. La dernière fois, c'est ce qui s'était passé. Ils avaient bien fait... Arteta avait dit aux gens de venir tôt, tout ça, de venir à l'échauffement, etc. Ce qui s'était pas forcément passé, parce que les gens travaillent et tout ça, mais c'est galère d'aller au stade, mais...
Ouais, d'habitude, ils arrivent à bien gérer tout ça. Et là, j'ai l'impression que l'ambiance dans le stade était surtout ça le problème. C'est que, enfin, peut-être on en parlera plus, mais j'ai l'impression que c'est un peu le problème aussi des supporters de grands clubs, entre guillemets. C'est qu'en fait, dès que ça va un peu pas super, machin, c'est tout de suite, les gens sont nerveux et hop, on arrête d'encourager, quoi. Et hop, on est nerveux Ouais, dans c'est le toutes stade. les attentes qui font ça, quoi. Ouais, mais C'est c'est le problème aussi, c'est que tu vois les petites équipes, Ipswich, etc., machin, les supporters, ils sont à fond tout le temps. Enfin, quasiment, tu vois, sauf si vraiment le club il va pas bien, mais et même qu'ils perdent, qu'ils gagnent, ils sont à fond. Et c'est ça qu'on. C'est facile d'être à fond quand. Enfin, je vais pas reprocher aux supporters de pas être à fond, ils ont été à fond souvent, mais c'est facile de pas être à fond, d'être à fond quand on gagne et quand on joue bien et tout. Mais le plus important, c'est aussi d'être à fond quand ça va pas forcément, quoi. Et Mm. c'est un peu le problème aussi de ces grands stades et tout ça. Bah, il paraît que l'ambiance était ouf au début, avant Ouais, et ouais. les 3 premières minutes. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'assez capital à la 4e minute. C'est qu'en plus d'avoir dominé les 4 premières minutes, ils concrétisent le Ouais, PSG avec un but sur leur première frappe qui sort de ouais. nulle part et qui a éteint le stade. Non, mais oui, mais je suis d'accord. Mais c'est Enfin, pas possible. je suis pas du tout à un débat, hein. Je confirme ce que tu dis, c'est pas du tout un Non, débat, mais hein. ce qui est Je suis dommage, c'est d'accord. que, bah oui, ok, mais c'est du foot. C'est possible que le PSG arrive et domine 4 minutes et mette un but. C'est tout à fait possible. Si tu commences à plus être à fond parce que ton équipe s'est pris un but après 4 minutes et que ça y est, c'est mort, ah bah ils sont nuls, on arrête de les encourager, bah pourquoi tu viens là, tu vois? Ça sert à rien. Moi, si. Après, moi, je suis pas en train de dire ils ont eu raison de se taire. Je suis juste en Ouais, train ouais, je sais. d'expliquer pourquoi ils se Non, sont mais tus. moi, je dis Et que moi, par exemple, si j'allais au Emirates, j'ai jamais été de ma vie au Emirates Stadium. J'étais à St James Park, c'était voir un match nul de Newcastle. J'ai été à d'autres stades, deux autres stades. J'ai jamais été au Emirates, j'aimerais bien y aller un jour. Si j'avais la chance d'aller au Emirates pour voir une demi-finale de Champions League, de voir Arsenal, le club que je supporte, moi je serais à fond. Je serais à fond, peu importe qu'ils se prennent un but au début, j'en ai rien à foutre. Je suis trop content d'être hmm. là. Je suis trop content de les encourager dans le stade. Je les encourage du début à la fin, même s'ils perdent 3-0, je m'en fous. Je comprends pas des trucs comme ça. Je comprends que tu peux être nerveux et que tu es là, tu regardes et t'oses pas trop, tu dis rien et tu regardes en silence, d'accord, chez toi. Mais quand tu es au stade, bah t'encourages. Mais après, il y a aussi, c'est quand même pas. Les choses, elles doivent aller aussi dans l'autre sens. C'est pas que le stade Bien qui doit être sûr. à n'importe quel prix bon et ensuite l'équipe va suivre. C'est l'équipe Oui, d'abord doit quand même montrer quelque chose, ce qu'ils n'ont pas montré pendant 25 minutes et ensuite ça se oui, communique mais au stade d'accord. aussi. Donc là, Arsenal était éteint. Je sais pas pourquoi ils étaient si lents. On avait l'impression qu'ils avaient les jambes lourdes. Je sais pas s'ils étaient stressés. Le PSG ont mis une énorme intensité de pressing dès le début. Ils ont fait une sorte de ce que faisait Arsenal à l'époque où on avait Gabriel Jesus, où dès le coup de sifflet final, on éclate en termes de course les autres équipes et après c'est pas forcément durable sur tout le match, et d'ailleurs on a senti que les joueurs du PSG se sont quand même assez fatigués assez vite parce qu'ils ont mis une intensité très vite, mais quand tu es en match à l'extérieur, pour eux c'était le plan de jeu parfait qui se déroule parfaitement, scénario parfait, on calme le stade, on calme l'équipe adverse, on met un but très vite et après ça nous permet d'être plus précautionneux. Non, mais je suis d'accord sur le fait que tu dois mériter, les joueurs sur le terrain et l'entraîneur et l'équipe doivent mériter qu'on les encourage. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais à un moment, est-ce qu'ils n'ont pas mérité qu'on les encourage? Est-ce que les 3 dernières années, la façon dont ils jouent, les standards qu'on a atteints, le fait qu'on va peut-être encore terminer deuxième pour la troisième fois, d'accord, on n'a pas de trophée, d'accord, mais on n'a pas fait une saison incroyable. Mais regarde ce qu'on a fait en Champions League, on a gagné 5-1 sur les 2 matchs contre le Real Madrid. Est-ce que ça, rien que ça mérite pas que l'équipe, qu'on encourage l'équipe au moins plus de 25 minutes? Je veux dire, à un moment, d'accord, ils peuvent mal jouer au début du match, mais ça arrive, tu vois, c'est pas que leur volonté. Eux, ils essayent, mais l'équipe en face, ils sont forts. Si en plus tu les encourages pas quand ils ont du mal, c'est chaud. Et pour moi, ils ont mérité avant ça qu'on les encourage au moins 90 minutes. Et En, en fait, c'est dur à dire parce que c'était pas que le but tôt, c'était toute cette énorme domination du PSG qui était impressionnante. ouais,
Et même moi dans le pub, alors après je tenais tête avec tous les fans du PSG, mais j'avais du mal à dire bon bah là, j'avais du mal à pas juste baisser ma tête en mode putain ils sont en train de nous exploser comme ils ont explosé Liverpool, sauf que cette fois ils ont marqué. Contrairement au match aller contre Liverpool où ils ont pas marqué, ils ont perdu 1-0, mais ils avaient dominé un peu dans ce style-là. Bah là ils ont marqué assez vite, donc tant mieux pour eux. Et d'ailleurs ce but. J'en peux plus, moi, d'encaisser des buts improbables. J'en peux plus d'encaisser des buts qui sont des poteaux rentrants, de frappe de l'entrée de la surface avec tout plein de joueurs défenseurs dans la surface, comme avec Eze. À chaque fois, on encaisse des buts. Nous, Arsenal, n'encaisse que des buts qui sont au expected goals bas. Et donc là, le mec, il reçoit clairement, Rice se gourre en essayant d'aller. Bah, après, il a raison, il va essayer d'aider Timber pour se mettre à 2 contre Kvaratskhelia. Kvaratskhelia fait un extérieur bien foutu et Saka n'est pas replié à ce moment-là. Sauf que quand même, Dembélé, il la frappe limite du tibia. Ça traverse toute la surface, ça fait poteau rentrant, mais à un moment, voilà, en fait, on n'encaisse pas des buts normaux, nous. Bah. Oui, mais sur ce match, ça se compense. Parce que vu tous les buts en transition qu'on aurait pu se prendre, ou les autres buts, bah. Voilà, on aurait pu en prendre des normaux, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'on concède souvent des coups de pied arrêtés, des pénaltys, des espèces de déviations, des trucs pourris. Mais c'est parce qu'ici, on a une super bonne défense. Donc en fait, c'est juste que c'est un peu. On a l'impression qu'on est poisseux, qu'on a la poisse. Mais en fait, ces buts, t'as plein d'autres équipes qui les encaissent, je pense. C'est juste qu'ils encaissent. Ouais, mais on encaisse que ça. Si tu regardes tous les buts qu'on a encaissés récemment, bon, contre Everton, scandale de penalty, Miles Lewis Kelly. Contre Brentford, je crois que c'est genre Wissa dans la surface qui fait un truc, ça rebondit n'importe comment, il arrive à faire un truc de retour. Bon, ok, c'est un deuxième ballon, c'est peut-être le plus normal. Contre le Real Madrid, on leur offre. Enfin, contre Crystal Palace, soit c'est un finish incroyable sur un corner en reprise de volée, soit on leur offre le truc et derrière, il y a quand même un finish de ouf de Mateta. Donc en fait, on ne peut pas encaisser un but qui est construit normalement avec un tac, 3-4 passes, cutback, but. On n'encaisse que des buts improbables. Donc, oui, mais je ne sais même pas si tu peux corriger ça. Je pense qu'en effet, c'est dû au fait qu'on défende trop bien. En effet. Je pense pas que tu peux corriger parce que c'est un truc clairement. Alors après, tu peux, ça s'ajoute un peu à la poisse qu'on a eue cette saison. Pour moi, c'est vraiment, on a la poisse, quoi. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est un peu horrible en fait. Mais pour moi, il y a pas vraiment, tu peux pas vraiment dire, on pourrait faire mieux aussi ou ça. On peut pas faire beaucoup mieux, je trouve, en termes de défense de ce qu'on fait, tu vois. On peut faire mieux en termes d'attaque, ça on va en parler, mais en défense, pour moi, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux ? Donc ouais, c'est chiant. Mais si tu regardes, moi je regarde de l'autre côté aussi, le Real Madrid. Bah, ils ont encaissé 2 coups francs de dingue de Rice, qui avait jamais marqué un coup franc de sa vie. En 10 minutes, le mec, il te sort 2 coups francs, mais incroyables. Ils ont dû... Franchement, moi, si j'étais à la Madrid, je serais dégoûté, parce que ils ont pas super bien joué, d'accord. Mais se prendre ça au match aller, c'est un peu... d'où ils ont sorti ça, tu vois. Alors qu'on avait du mal en attaque et tout. Donc tu peux voir aussi l'autre côté de la pièce, où se dire, oui, on a... Mais on est rarement ça. Bah, on est rarement ça, mais là, on l'a été. C'est juste qu'il mais combien de matchs cette saison on peut dire non, on l'a été. C'était le seul, mais c'était le plus important jusqu'à présent. Ouais. C'est pour ça que je me dis, peut-être qu'au match retour, c'est de ça qu'on aura besoin. Mais on va en parler. En fait, le match retour, il y a moi, c'est quand même encore bien ouvert. Et heureusement qu'on n'a pas enregistré cet épisode hier soir, encore une fois. Parce que là, les 25 premières minutes, ce que j'ai vu, je me disais, mais si c'est comme ça pendant 2 matchs, c'est horrible. C'est horrible. Même Timber, dont j'arrête pas de chanter les louanges, et toi aussi, il s'est fait bouffer par Kvaratskhelia pendant les premières minutes. Comment Timber s'en sort de ce match sans un carton jaune ? Franchement, c'est un miracle. On viendra juste après au possible penalty. Mais jusque ça même, comment il s'en sort sans carton jaune ? C'est quand même incroyable. Mais attends, on a commis. Pardon, vas-y. Non, j'étais juste en train de parler de ces 25 premières minutes. À ce moment-là, PSG, après 25 minutes, ils avaient gagné 70% des duels. Donc, c'est pas seulement des capacités techniques avec Vitinha en distribution, là où ils sont trop forts, avec Dembélé, qui est toujours, on ne sait pas où il va se mettre, et à chaque fois, il est au bon endroit. C'est pas que ça. C'est aussi l'intensité, l'envie, l'engagement, 70% des duels. Les duels, ça reflète rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'ils gagnaient aussi tous les deuxièmes ballons. Et sur tous les domaines, ils nous ont niqué pendant 25 minutes. When I lose a duel, I'm upset. When I lose a duel. Là, je pense Arteta, qu'il y a un truc qui le vénère au-delà de tout. C'est tu rates une passe, tu foires une occasion, cela, il s'en fout. Mais s'il y a un truc qu'il supporte pas, c'est de rater les duels. D'ailleurs, c'est connu.
Quand il a acheté Merino, il savait pas qui c'était Merino. Il a cherché sur Google qui est le joueur qui a gagné le plus de duels en 2024. Il a trouvé Mikel Merino. Il s'est dit ah bah tiens, en plus il s'appelle Mikel. Il l'a acheté. Et c'est pour ça. Et du coup, et pourquoi on a acheté ce mec Merino qui est un peu qui était pas trop connu, c'est parce qu'il a gagné tous ses duels pendant 1 an. Non mais blague à part, ouais, c'est pour moi en plus si on a un truc où on s'est amélioré, enfin par rapport à ce qu'on était avant, c'était les duels, c'est le physique. On est une équipe vachement physique. On est une équipe normalement qui gagne ses duels, surtout au milieu. Alors peut-être que c'était dû, mais on en parlera. J'arrête pas de dire on en parlera, mais on en parle déjà. Mais oui, mais en effet, on va répartir les choses parce que là, on parle des occasions, des actions et tout ça. Et après, on parlera en effet des performances, des tactiques plus tard dans la deuxième partie. Mais donc, ouais, tout ça pour dire c'est pas normal. Ça, c'est un truc, normalement, ça devrait pas arriver. En fait, c'est le standard de base. C'est le standard de base qui n'était pas là. Ils étaient forts. Mais même s'ils sont forts, ils sont physiques, c'est pas possible de les laisser gagner 70% des duels. Au moins 50-50. Mais c'est une équipe du PSG qui est pas du tout physique, en plus. C'est contrairement à une équipe d'Arsenal qui l'est. Ils sont pas physiques, mais ils sont quand même... si, quand même. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques. João Neves, il est tout petit, d'accord. Mais le mec, t'as vu l'énergie qu'il a? Mais c'était quasiment la même chose au match où on a gagné 2-0. On les a écrasés physiquement à l'Emirates. Et le match s'est gagné physiquement. Alors la différence, c'est qu'on avait Havertz devant. Donc c'est pas exactement pareil que d'avoir Trossard à côté de Martinelli, c'est un peu plus réduit. Mais bon, du coup, on avait quand même Merino sur le terrain. Notre milieu était solide. On n'a pas réussi à étouffer vraiment leur jeu, alors qu'on aurait vraiment pu s'imposer vraiment au moins dans les duels. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, il y a eu là franchement, je ne sais, on m'en a parlé pendant, je pense qu'à partir de cette possibilité de péno sur Kvaratskhelia, ils m'en ont parlé pendant tout le match. Alors moi, j'ai une théorie sur les pénaux en général, c'est que, et ça c'est des choses que je disais déjà avant, mais que je leur ai ressorti hier, c'est que je comprends qu'on râle longtemps et même plusieurs jours contre un péno qui a été donné, mais un péno qui n'a pas été donné, c'est un peu genre, on peut râler sur le moment, mais à un moment, passer à autre chose. Parce qu'un péno qui n'a pas été donné, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup de comment on dit, de probabilités abstraites, enfin tu vois, de calcul abstrait. C'est-à-dire que, alors oui, on ne sait pas ce que Kvaratskhelia aurait fait s'il était passé. Est-ce qu'il aurait raté? Est-ce qu'il l'aurait passé? Donc après, est-ce qu'on lui donne une chance de marquer? Est-ce que derrière, il met le péno? Enfin tu vois, c'est genre... Alors que quand tu donnes un péno, qui est limite, qui est dans un 50-50, tu donnes un péno, là tu donnes un énorme avantage à l'équipe qui attaque. Mais tu donnes pas un péno, c'est juste continuons le match, tu vois. Il y a juste le truc n'a pas été sifflé, tu vois. Et pour moi, c'est un 50-50. Et encore, je dirais même 60-40, pas péno, pour moi. Il met le bras autour de la taille. Kvaratskhelia se laisse tomber très facilement. Il a déjà, tu sais, quand tu as les chevilles qui partent vers l'arrière, il est déjà en train de tomber. Alors certes, Timber, je pense qu'il est très puissant. Et je pense qu'un bras de Timber, moi, je finis à l'hôpital. Mais quand même, Kvaratskhelia, il a rajouté un peu. Il y a eu la VAR. Calmez-vous, passons à autre chose. Surtout que moi, j'ai vu le ralenti. Et honnêtement, oui, il met son bras, mais j'ai envie de dire, c'est un peu de bonne guerre. Ils font tous ça, ils mettent leurs bras un petit peu pour légèrement le déstabiliser. Et ensuite, ils tombent quand même très facilement. Alors, c'est pas une simulation exactement, mais après, tous les joueurs font ça. Je l'accuse pas, nous aussi, on fait ça. Mais c'est un peu, ok, t'as tenté. C'est très léger. T'as tenté de l'avoir le péno, tu l'as pas eu. Bon, s'il l'avait eu, franchement, j'aurais été quand même pas super content parce que c'est pas le genre de péno. D'accord, c'est un peu 50-50, mais c'est quand même, comme tu dis, c'est quand même plus 60-40. Pour moi, c'est même plus, tu vois, même 70-30. C'est un peu genre, s'il avait donné péno, j'aurais dit bon, Timber, pourquoi t'as foutu ton bras? T'as donné une décision à prendre à l'arbitre. Tu vois, c'est ça que j'aurais reproché Timber, mais en même temps, j'aurais dit franchement, si on donne un péno pour ça, c'est un peu. C'est comme tu dis, est-ce que vraiment il a été désavantagé? Parce que est-ce qu'il passait vraiment? Est-ce que ça l'a vraiment déséquilibré? Parce que je pense que s'il avait voulu rester debout, c'est ça le truc. S'il avait voulu rester debout, il serait resté debout. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Ok, il a mis un bras, mais il pouvait très bien rester debout. Donc le fait qu'il se laisse un peu tomber facilement, pour moi, ça vaut pas un péno vraiment. Tu vois. En fait, tu vois, s'il l'avait donné, ça aurait été un peu soft. Donc, est-ce qu'on arrête de parler d'un péno soft pas donné? Tu vois ce que je veux dire?
de toute façon, bon, t'inquiète que je te dis ça maintenant, mais hier, ils m'ont ils s'arrêtaient plus. C'est pas une décision, pour moi, c'est pas une décision controversée. C'est pas genre, oh, il y avait un péno évident et il l'a pas donné. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est parce qu'ils stressent un peu que le retour Arsenal mette un petit 1-0, 2-0. Ils se disent, ça aurait été tellement. Putain, ils vont me dire, c'était ce péno là qui a pas été sifflé. C'est sûr que ça va ressortir. Ça. Moi, franchement, si j'étais le PSG, si j'étais nous, par exemple, là qu'on avait joué au PSG, qu'on avait gagné 1-0, avec toutes les opportunités, et qu'on avait eu autant d'opportunités, je me serais dit, putain, mais pourquoi on les a pas mis au fond? Ça va nous revenir dans la gueule, ça. Et moi, je me dis. Bah voilà. Et le PSG, c'est un peu le même mental. Hein. J'espère. Donc là, c'est Arsenal. Après ça, Arsenal a commencé à entrer dans le match. Ils avaient fini leur petite course d'échauffement. Arteta, il a dit dans sa post-match interview là, que vers la 20e minute, il a fait des changements tactiques. Je ne sais pas ce que c'est, il n'a pas précisé. En tout cas, Arsenal a eu un peu plus de contrôle. Alors, il n'y avait pas beaucoup plus de créativité, mais il y a eu un peu plus de contrôle. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant tout le reste de la mi-temps. Il y a eu beaucoup de fautes et des deux côtés cette fois. Il y a eu le Saka qui se prend un jaune. Alors, le jaune est mérité, mais il s'énerve parce qu'en effet, on lui siffle une faute, un coup franc sur Nuno Mendes qui est inexistant alors qu'il partait tout seul vers le but. Donc ça, c'était quand même un moment un peu clé, mais voilà à quoi on s'accroche quand il ne s'est vraiment rien passé pour Arsenal. Et là, je dirais qu'on peut parler de la course de Miles Lewis-Kelly qui rebondit entre les joueurs physiquement en plus de les dribbler et qui fait une balle en profondeur pour Martinelli qui est absolument parfaite. Et là, notre petit Martinelli, ton chouchou, qui fait un truc mais télescopé à 10 000 km à la ronde. Là, pour le coup, je dirais même pas que c'est un si bel arrêt, c'est un bel arrêt. Mais c'est genre Martinelli annonce, tiens, je vais faire ça, je vais la mettre là, pourquoi tu plonges pas par là, vas-y. Donc beau raté. En fait, ce que je dirais là-dessus, c'est superbe action de Miles Lewis-Kelly. Et en fait, on parlait avant des joueurs que tu vois, on avait besoin de joueurs qui tout d'un coup fait un truc un peu inattendu. Et pour moi, c'est ça en fait. On jouait pas super bien, on se crée pas vachement d'opportunités, et tout d'un coup, t'as Miles Lewis-Kelly qui fait un contrôle, tu penses qu'il va peut-être la perdre, hop, il se débarrasse du joueur, il fait une course de dingue en plein milieu, il fait la passe parfaite pour Martinelli, donc l'action de Miles Lewis-Kelly qui change un peu la donne, et là, c'est pas un gros raté de Martinelli, mais c'est pas un finish de requin, quoi. C'est pas un finish de, comment on dit, de renard de surface, quoi. C'est pas le mec qui met c'est 20 surtout buts par pitoyable, c'est ça le problème. Je sais pas si c'est pitoyable parce que bon, il a quand même il l'a cadré, quoi. Il l'a cadré là. En fait, c'est le problème avec Martinelli en général et beaucoup des joueurs qu'on a, c'est que quand c'est contre le Real Madrid à la 90e minute au Bernabéu et qu'on sait qu'on est qualifié, il sort le finish parfait contre un des meilleurs gardiens du monde, Courtois. Il te sort le finish parfait, quoi, enfin impeccable. Et quand c'est un moment où ça compte, il te le sort pas le finish. Le même truc, parce que si tu regardes, il avait le temps et tout. Il avait autant de temps que contre le Real. C'est juste qu'il te sort le finish. C'est pas pitoyable, il la met pas au-dessus, mais c'est près du gardien, quoi. C'est pas le finish parfait. Et pourquoi ? Et c'est quoi la différence ? C'est que là, il y avait beaucoup plus de pression. Et voilà, c'est un peu le problème qu'on a. Voilà, tu dis mon chouchou. Moi, je l'adore, Martini. Il est super fort et j'adore l'avoir. Mais c'est ce dont on a parlé. Si on veut gagner vraiment des trucs, les joueurs comme ça, on peut les avoir, mais il faut que ce soit en squad, quoi, en effectif. Il nous faut mieux. Ouais, non, là, ça fait trop de mauvaises performances. Donc, il y a eu la mi-temps, et tout de suite, au retour de la mi-temps, il y a eu on s'est dit, enfin, Arsenal a débloqué la situation grâce à un coup franc. C'était un petit coup de Joao Neves dans la tête de Merino qui a bien exagéré pour obtenir le coup franc. Il a eu raison. Après, je trouve qu'il y avait faute. Je suis pas sûr qu'il y avait jaune pour Joao Neves tel qu'il y a eu. Mais bon, on a pu mettre la balle au fond de la surface. Et là, le classique, on célèbre. Merino célèbre. Et là, je me dis, quand je vois le ralenti, je me dis, oh non, j'ai aucune idée lequel Merino est dans tous ces brins là qui sont en train de courir. Mais j'ai un mauvais pressentiment et tout de suite je me suis dit il faut que j'accepte. Avec la VAR on peut plus célébrer, donc j'ai célébré tout seul en plein milieu du pub avec moi en mode j'étais en défi contre tout le monde, j'étais vraiment en train de hurler avec mon maillot d'Arsenal jaune fluo contre tout le monde. Et là on voit le ralenti et je fais oh mon Dieu, mais vraiment seul au monde. Donc voilà. C'était ton maillot de Pépé ou de Havertz ?
Non, j'ai dit jaune fluo, j'ai pas dit jaune. Parce que c'est jaune pépé, il est au fond du placard celui-là. Bah sors-le, il est bien. J'avoue que pour le retour, ce serait tellement drôle d'arriver avec un maillot jaune pépé à l'ancienne. Putain, mais lui, il nous aurait sorti 2 coups francs, tu vois. Oui, comme il bien avait fait sûr. contre Vitesse. Ah oui. C'était quoi? C'était en En Europa League. ouais. Il a sorti le match de sa vie. Bah écoute, ce ouais. but, qu'est-ce que je peux dire dessus ce but refusé. Bah après, y a rien à dire, voilà. Hein. Y a rien à dire. T'as quelque chose à dire sur le but? Pour moi, c'est automatisé, voilà. Ça me fait mal au cœur. En fait, j'aurais bien aimé leur mettre comme ça, quoi. C'est le principe de la VAR, mais ce que je comprends pas, c'est que les joueurs aussi, ils célèbrent comme des dingues, le stade s'emporte. Ils y peuvent rien, c'est les émotions, mais c'est vraiment... Moi, je crois que les footballeurs, ils se sont dit entre eux, à mon avis, genre les gars, ok, il y a cette nouvelle règle, mais on fait comme si de rien n'était, and we'll see, tu vois. Oui, c'est peut-être ça marche. Et on verra. Et alors déjà, quand il y a eu une semi-faute, c'est pas pareil. Hors-jeu, c'est un peu plus clinique. Mais quand c'est un peu laissé à l'appréciation de l'arbitre, au contraire, t'as envie de célébrer comme un malade pour dire je n'ai rien à me reprocher, tu vois. Oui, c'est vrai que là, ça c'est marche pas le cas. parfois. Bah, là, c'est pas le cas. Là, c'est surtout juste, on en célèbre comme des malades parce que jusqu'à preuve du contraire, ce but est validé. L'arbitre a fait le geste, le drapeau ne s'est pas levé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on célèbre. Et après, on annule, on se remet dans le match, etc. Mais t'es obligé de vivre les trucs. Sinon, t'es un peu confus dans tes moments. Ensuite, il y a eu un... Alors là, pour le coup, j'allais dire un raté de Trossard, mais pour le coup, je trouve que c'est plutôt un bel arrêt de Donnarumma. Et c'est le même type de lancer dans le dos d'Hakimi que Martinelli. On l'avait dit la dernière fois on s'est un peu gouré sur nos pronostics pré-match qui étaient à 4-1 et 3-1 pour Arsenal. Mais un truc qu'on avait dit, c'est qu'on va avoir de l'espace derrière leurs arrières latéraux. Donc comme l'action de Martinelli en première mi-temps et là l'action de Trossard, ça va quand même très vite une fois qu'on a l'espace. Hein. Ça court et hop, on a un tir cadré. Alors là, il se baisse bien franchement Donnarumma pour arrêter ça. Et j'ai trouvé ça très triste sur le moment parce que je me suis dit, là, entre le but refusé avant et l'action de Trossard, c'était vraiment le moment d'égaliser pour pouvoir ensuite peut-être gagner. T'as pas parlé de Rice, parce que pour moi, c'est Rice qui fait l'action. Ouais, c'est Rice qui fait l'action, ouais. Un peu à la Miles avant. Ouais, ouais exactement, c'est pareil. C'est ça que j'aime bien avec Miles qu'il a fait et Rice, parce que je sais que Rice, il va faire ça. C'est qu'à un moment, il se dit, voilà, il se passe pas grand-chose. Au lieu de faire la petite passe, le petit truc, il se dit, allez, hop. Je vois une opportunité, je cours au milieu de terrain. En plus, on sait qu'il peut le faire. S'il y a un truc qu'il sait faire, c'est ça. Par rapport à Partey, par exemple, qui est meilleur peut-être en passe pour se projeter vers l'avant. Mais Rice, il peut se projeter en courant, quoi, en dribblant. Et je trouve qu'il devrait le faire plus souvent. Il le fait pas assez parce qu'il est vraiment fort pour ça. Et tout d'un coup, hop, il fait une percée. Il crée l'espace pour Trossard. Bonne course de Martinelli qui attire des joueurs vers lui au milieu, qui libère la place. Tête baissée. Ouais, mais après, c'est ça qui libère l'espace pour Trossard. Et Trossard qui arrive. Et pour moi, ouais, c'est ce que tu as dit. C'est pas un raté de Trossard, parce qu'en plus, Trossard, il est plutôt habile par rapport à Martinelli. Tire du gauche. Pour moi, elle est bien placée. Alors, elle n'est pas parfaitement placée, parce que si elle était parfaitement placée, c'était but. Mais en même temps, ouais, voilà. Superbe arrêt de Donnarumma, qui a été très chaud là contre Villa déjà, et qui a été chaud ce soir. Et c'est vrai que là, quand le but ne rentre pas, c'est un peu... avec le but refusé, on ne se crée pas beaucoup d'occasions. Et là, ouais, voilà, ça sent pas bon. Ouais. Et donc là, en plus, j'ai absolument rien à mentionner du côté d'Arsenal jusqu'à la fin du match. C'était plutôt le PSG qui a eu des grosses occasions de tuer le game. C'est très bizarre. Bon, l'occasion de Barcola. Alors, d'abord, énorme tacle de Saliba sur une des occasions qui la sort tacle, mais vraiment magnifique. C'est sur Hakimi, il me semble. Ensuite, il y a eu Barcola qui était lancé et qui la met à gauche, qui croise trop sa frappe. Là, je me suis pissé dessus pendant le pub. Alors après, par contre, c'était hors jeu. Et ensuite, il y a eu l'action de Gonzalo Ramos sur un ballon long. Une des seules fois où Miles Lewis-Kelly n'a pas pu couvrir son couloir. On reviendra sur Miles Lewis-Kelly en fin d'épisode pour finir sur du positif. Mais ils ont une occasion. Et je trouve que c'est étrange cette occasion de Gonzalo Ramos parce qu'il la reçoit. Tout le monde se demande si c'est hors jeu. Il n'y a aucun pressing sur lui. Il a le temps de réfléchir, regarder à droite, à gauche. Et en fait, il finit par faire un gros pointu comme moi je fais à l'Urban de temps en temps. Et il la met en pleine barre transversale. Et on dirait presque qu'il avait trop de temps sur cette occasion. Parfois, ça arrive au foot, tu as trop de temps. Tu vois. Je vais en profiter, si tu me permets. Ouais. Parce que là, le pointu, je peux pas m'empêcher.
Et surtout, si Sylvestre et FX nous écoutent, je voudrais faire une petite dédicace parce qu'en fait, ils avaient un pote quand on était à l'école. C'est 2 amis à moi, voilà, des jumeaux. Enfin, moi, c'était pas mon ami, mais eux, c'était leur pote. C'est quand j'avais 11 ans, il y avait un mec dans notre classe, espagnol. Et je me rappelle qu'une fois, on était ensemble au sport. Et le mec je crois qu'il devait avoir 11-12 ans, quoi, peut-être un an max de plus que moi. Le mec, il avait des épaules énormes, des poils, de la barbe. C'était un adulte, quoi. Le mec, on aurait dit qu'il avait 25 ans, quoi. Il était super rablé. Je sais plus son nom, ils doivent se rappeler. C'était leur pote, FX, Sylvestre, si vous vous rappelez de lui. Et il faisait que des pointus au foot tout le temps. Il tirait, on jouait au foot, il tirait jamais normalement. Il faisait que des pointus. Que des pointus. C'était trop drôle. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ce mec-là, parce qu'il avait un peu le même physique, Rabelais, le mec là, Ramos. Et alors, dédicace à. Enfin, non, pas dédicace, parce que je le connais pas, mais c'est Ronaldo, le Ronaldo qui faisait des pointus parfois, qui avait mis un pointu contre la Turquie en demi-finale de la Coupe du Monde 2002. Je sais pas si les gens s'en souviennent. Qui était magnifique. Mais là. Tu parles de R9. R9, ouais, Ronaldo brésilien. Et qui avait mis, il mettait des pointus parfois. Et bah alors oui, ça a l'air merdeux comme il le fait, mais pour moi, en fait, il a regardé un peu, il a le ballon, il regarde, mais en fait, il regarde parce qu'il est pas égoïste. Il se dit, je vais peut-être la passer à quelqu'un d'autre. Et en fait, pour moi, c'est le bon truc à faire parce que c'est un peu surprenant. Ouais, le défenseur du coup se dit, ah bah je m'arrête alors. Bah c'est ça, il génère de la puissance. C'est un espèce de semi-lobé. Bah, pour moi, il était battu là, Raya. C'est juste que voilà le poteau. Non, c'était pour moi, c'était bien. Bien joué. C'est parce que c'était l'option improbable. C'est pour ça que c'était bien. Ouais, mais pour moi, c'est bien joué quoi. C'est pas, c'est pas il a foiré quoi. Mais c'est aussi parce que c'était le truc un peu improbable qu'il a foiré, je pense. Tu vois, s'il fait un truc un peu plus normal, il la colle en plein milieu, il la colle dans les filets. Ouais, c'est possible. S'il avait compris qu'il avait plus de temps. Bon, voilà, hein, fin du match. Attends, il y a pas une autre occasion qu'ils ont eu. Il me semblait qu'ils en avaient eu beaucoup plus, mais peut-être je confonds avec la première mi-temps. Il y a Kvaratskhelia, c'est peut-être avant, qui a essayé de lober Raya, mais il a foiré. Ah ouais. Mais c'était quand même un petit, ça fait peur quand même. Mais bon. Ouais. Bon, il y a quand même eu pas grand-chose. En fait, je me demande si pour les supporters neutres, pour les spectateurs neutres, c'était pas un peu chiant cette deuxième mi-temps. Alors après, si tu regardes dans les statistiques purement, on a eu 50% de possession eux aussi, logiquement. On a eu 3 corners, ils en ont eu qu'un. On a eu 10 tentatives, donc 5 cadrés. Ils ont eu 11 tentatives, donc 4 cadrés. Donc si tu regardes, c'est pas... Mais après... Ouais. En fait, c'est un feeling. C'est un feeling. C'est un feeling. Quand je regarde le match, je me suis dit, tu vois, on peut avoir, encore une fois, c'est ce qu'on dit avec Arsenal. À chaque fois, on a un gros expected goals, mais c'est en fait plein d'occasions, pas dinguissimes, mais il y en a plusieurs, tu vois. Avec le PSG, je trouve que c'était quelques-unes, on s'en sort vraiment bien parce qu'elles étaient hyper dangereuses. Ouais. Ça ressemblait un peu au match au quart de finale contre le Bayern l'année dernière, un peu, non ? Avec des mecs hyper rapides et décisifs et on n'arrive pas à la mettre quoi. On n'arrive pas à trouver le déclic. J'espère que le retour sera pas pareil, mais voilà. Pour moi le match contre le Bayern l'année dernière, le match aller, je trouve qu'on jouait vachement bien. Le problème c'est qu'on a fait des conneries et du coup ça nous a un peu stoppé dans notre élan. Et ils ont été super efficaces, quoi. Sur les moindres conneries qu'on a faites, ils ont capitalisé, quoi. Et je crois qu'ils se sont retrouvés à 2-1 très rapidement, alors qu'on avait bien commencé, on avait mis un 0. Et par contre, le match retour, moi, ce que je veux pas voir, c'est le match retour contre le Bayern qu'on a fait. Ouais. C'était cette espèce de match où, en fait, ils étaient pas hyper dangereux. On n'était pas du tout dangereux. C'était assez stérile, il se passait pas grand-chose. Mais on faisait rien. Et à un moment, ils mettent un but, voilà. Et on arrive même pas, je me rappelle qu'on n'avait même pas on n'avait rien construit, on n'arrivait même pas à se créer des, tu sais, à pousser un peu, à mettre comme avait fait Aston Villa contre le PSG, tu vois, au match retour. Et c'est ça que j'ai pas envie de voir. Je me dis, si on perd, d'accord, mais je n'ai pas envie qu'on arrive à un match où c'est genre bloqué, on fout rien, tu vois. Je veux qu'au moins on prenne des risques et qu'on essaie de leur mettre tout dans la gueule. Parce que là, surtout à ce match, je sais pas si tu voulais enchaîner avec autre chose, mais vers la fin, on s'est créé vite fait des opportunités, mais c'était pas non plus... Bon, il reste du temps, hein, il reste encore un match, donc c'est peut-être pour ça. On va voir, un match retour.
Je suis d'accord qu'à la fin, on n'offrait rien et il faut aussi considérer qu'on n'avait rien sur le banc. Donc c'est dur de trouver un deuxième souffle quand eux, ils mettent Barcola, ils mettent Gonzalo Ramos, je sais plus qui au milieu a remplacé Joao Neves, si Zahir Emery, c'est pas pareil. Nous, le seul qu'on a sur le banc, voir Zinchenko si tu as envie de débloquer un truc, mais c'était pas vraiment ce type de match. Mais le seul qu'on avait, c'est Nwaneri, un mec qui vient d'avoir 18 ans, et tu vas pas le mettre à la place de Saka. On va revenir sur Saka dans 2 minutes, mais du coup, il a été mis à la place de Degarde, mais beaucoup trop tard. Je trouve qu'Odegaard était tellement absent, donc ça va nous permettre une transition parfaite. Je trouve quand ce manque de banc, je trouve que ce remplacement de Nwaneri qui s'est fait à quoi 88e minute, tu peux le faire à la 80e. On peut parler maintenant de justement le mec qui l'a remplacé, Odegaard. Là, c'est pas possible. C'est pas possible un match comme ça. C'est quoi l'inverse de l'homme du match? Non, ne réponds pas à cette question. C'était pas du tout la blague vers laquelle je voulais aller. J'allais pas répondre ça. Non, mais voilà, c'était juste le nul du match. C'est lui, le moins bon joueur sur les 22. C'est Odegaard. C'est notre capitaine. C'est notre créateur. C'est notre milieu offensif. C'est quoi? Il est lent. On dirait qu'il a peur. Il a peur du contact. Il revient en arrière avec ses milliers de touchés de balle. Quand on est dans une phase rapide, il prend la balle, il revient en arrière. Mais vas-y, attaque. À un moment, il dribble dans notre surface. On sort de notre surface. On a réussi à défendre contre Désiré Doué. On va relancer. Et au lieu de l'écarter vers Rice ou de l'écarter vers Saka, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de dribbler tout le milieu du PSG qui est réuni sur lui. Et il la perd et on se retrouve avec transition à toute vitesse. On se retrouve avec un danger de notre côté. Ça rend notre défense fébrile. C'est notre capitaine. Dans le pressing, il était bof, mais ça, c'est pas de sa faute. C'est aussi que Trossard est bof en pressing. Et j'aime pas quand on a Trossard devant parce que c'est pas Merino. Et du coup, le pressing est un peu décousu. Et pourtant, ils sont nuls jouer de l'arrière, le PSG. Mais Odegaard n'était pas là. Il n'était pas là. Je pense qu'on aurait dû mettre Nwaneri. Alors, idéalement à la mi-temps, mais réalistiquement à la 80e minute. Pour moi, je pense que je vais pas le défendre, mais pour moi, le problème avec Odegaard, c'est pas. En fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais le problème, c'est pas ses performances ou qu'il était pas là ou quoi. Mais moi, je pense qu'en fait, et ça, on le réalise maintenant, c'est qu'en fait, il est limité. C'est-à-dire qu'en fait, ce mec est très fort techniquement, il a une très bonne vision du jeu, mais il n'a pas le physique, donc il n'a pas la force physique, il n'a pas la vitesse pour parfois se dégager. C'est con, hein, mais parfois, si tu veux tirer, bah, il faut que tu aies quand même une mini-accélération qui te fait te créer de l'espace pour tirer. Et il n'a pas ça. Pareil, au milieu de terrain, pourquoi il prend autant de touches de balle? C'est que parfois, il faut juste avoir un peu la physicalité pour un peu repousser le mec qui vient sur toi vite fait. Lui, le problème, c'est qu'il compense ce manque de physicalité, de physique avec sa technique, mais ça veut dire qu'en fait, pour garder le ballon, il est obligé de faire 15 000 touches de balle, de tourner sur lui-même et tout, et l'opportunité, elle est partie après. Par exemple, un mec comme Rice, si Rice avait la vision du jeu de Odegaard, bon, ce serait un monstre, ce serait même pas la peine de jouer, tu vois, mais Rice, parfois, pourquoi il peut jouer rapidement ou quoi? Parce qu'en fait, il peut juste un peu faire un petit pas, une petite accélération ou juste un petit épaule contre épaule pour garder le ballon et pouvoir enchaîner et garder le ballon et faire sa passe rapidement. Odegaard, il peut pas faire ça. Et deuxièmement, dans sa vision du jeu, c'est un joueur qui a une super vision du jeu, mais pareil, il est limité. C'est pas le mec qui peut... Déjà, il fait pas souvent des longs ballons précis. Est-ce qu'il fait souvent des longs ballons vers l'avant en profondeur? Moi, je l'ai pas vu faire ça. Il est bon pour faire des petits ballons à un angle précis quand il est à droite vers Saka. Non mais c'est vrai. Alors avant, je me rappelle qu'il osait. Il y a un truc de oser plus. Ça c'est plus en rapport à lui et ses performances. C'est que je me rappelle par exemple une fois il avait fait une passe à Martinelli qu'on avait marqué au tout début contre Liverpool en 2022, où il te fait des passes en profondeur parfaites, où il le faisait encore jusqu'en 2024 l'année dernière. Et ça il le fait plus trop. Il a moins, c'est peut-être une question de confiance, mais moi je pense que à part son côté performance, confiance, etc., qui est moins là, je pense qu'il y a un vrai problème de le profil du joueur. C'est-à-dire qu'il manque ce tout petit truc d'accélération, de physique, qui fait qu'il peut être un vrai numéro 10 efficace dans le jeu de nos jours. Alors après, il a d'autres qualités, il peut garder le ballon et tout, mais soit il faut qu'il joue plus profond,
ou soit va falloir peut-être commencer à penser à une alternative. Parce que pour moi, il y a des limitations. Ou alors pas une alternative, mais genre, Odegaard, il est bien pour certains matchs, et certains matchs, non. Mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Ce sur quoi tu essayes de mettre un mot, enfin, le mot que tu essayes de trouver, c'est explosivité. C'est ça. Il manque d'explosivité. Exactement. Et c'est un vrai problème. Et par contre, et de confiance aussi, donc ça rejoint aussi ce que tu disais de oser, etc. Donc il manque d'explosivité et de confiance. Par contre, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que il l'a été. Il l'a été, donc c'est pas. Je pense pas que ce soit le profil. J'ai l'impression qu'il a perdu 10 kilos. J'ai l'impression qu'il a perdu dans sa manière d'aller percuter l'adversaire, de foutre le chaos à l'adversaire. Alors en effet, s'il est plus très ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le met en arrière gauche inversé ? Tu vois, est-ce qu'on le met à la base en numéro 6 ? Est-ce qu'on passe à un double pivot où on le met plus bas ? Mais il n'a rien à faire là où il est en numéro 8 milieu droit. Et donc, mais par contre, le problème, c'est que tu parles d'une alternative, mais on a déjà tellement assez de taf à faire pendant le mercato. On ne doit pas en plus trouver un remplaçant pour Odegaard. C'est beaucoup trop cher, tu vois. Ou alors on vend Odegaard. Mais non, pour moi, non, faut pas le vendre. Attends, on a besoin d'une squad. Pour moi, Odegaard, il est. oui, mais fais l'ordre des priorités de transfert. En fait, non, pour moi, de toute façon, dans tous les cas, pour moi, dans nos transferts, il nous faut un neuf, enfin un attaquant, et il nous faut soit un ailier, soit un numéro 10 type Eze. Tu vois, Eze, pour moi, c'est parfait. C'est le mec parfait, alternative à Odegaard, qui peut potentiellement le remplacer, ou je veux dire ou juste au moins être une compétition pour Odegaard ou une alternative. Pour moi, c'est ça. Et après, éventuellement, pour moi, on a beaucoup de choses à faire pour ce mercato, mais la priorité, c'est un joueur attaquant, un joueur créatif. Donc soit ailier, l'idéal, ce serait un ailier qui peut aussi être 10, tu vois, qui peut prendre la place d'Odegaard. Ou éventuellement Nwaneri à terme. Je veux dire, mais ça, c'est pas pour la saison prochaine, a priori. Mais juste pour dire, par rapport à ce que tu as dit, que tu penses qu'il l'était. Moi, je pense qu'il l'a jamais vraiment été. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que d'une part, les équipes adverses le connaissaient pas assez, n'étaient pas habituées à son style. C'est pour ça que je pense qu'en 2022-23, il a mis autant de buts. Ils ont vu qu'en fait, ce mec, si tu lui laisses trop d'espace, il peut marquer dans la surface, il peut marquer de loin, etc. Il peut faire un peu des passes. Mais dès que tu commences à le bloquer, à faire un low block, ou à être un peu physique, ou mettre beaucoup de joueurs sur lui, il fait plus rien, parce qu'il n'a pas l'explosivité. Et deuxième chose aussi, pourquoi avant il y arrivait beaucoup plus, c'est qu'aussi il y avait un truc de confiance, il était dans la forme de sa vie, il avait énormément confiance et il faisait des trucs, il osait des trucs, il tentait des passes, des dribbles, des trucs qu'il osait pas, qu'il essaie plus maintenant, et ça le faisait paraître, ça compensait ce manque d'explosivité et tout ça, dans le sens où oui, parfois comment dire, juste à la confiance et au culot, il arrivait à faire des trucs, quoi. Je pense, c'est ma théorie. J'aimerais au moins lui donner le bénéfice du doute, parce qu'on clairement son niveau a dégringolé depuis sa blessure à la cheville qu'il a eu quand il est allé jouer avec la Norvège, qui était pas une belle blessure. C'est très possible, hein. Tu tapes une blessure à la cheville, c'est très possible de plus du tout avoir la même agilité, la même explosivité, Donc je serais même pas étonné si cet été on apprend en fait là Odegaard chirurgie pour se rétablir mieux, pour revenir à mieux la prochaine saison. Je sais pas, j'aimerais lui donner le bénéfice du doute, parce que en termes de timing, il est jamais vraiment revenu de cette blessure en termes de qualité. Donc voilà. Là, dans l'ordre des performances que j'aimerais aborder, juste pour finir le podcast sur des notes plus positives, je fais un peu dans l'ordre du moins performant au plus performant, mais pas tous les joueurs, juste les performances à noter et à expliquer. Et juste après Odegaard, je suis désolé, je trouve que Saka était totalement absent de ce match. Et quand je l'ai vu s'énerver là où il a pris son carton jaune parce qu'il avait pris la balle mais proprement, sans aucune faute, c'était très rageant en effet, mais sa manière de dégager le ballon et de se prendre un jaune qui était évident, rageant, je me suis dit ok, t'as été con, là t'as abandonné ton équipe parce que tu te prends un jaune aussitôt, t'as abandonné ton équipe pendant 2 minutes. Après je me suis dit ok, est-ce qu'il va utiliser cette rage là comme il fait souvent
prochaine action, prochain ballon pour revenir. Non, moi je trouve qu'il a plutôt décliné au fil du match. Il a disparu. Je trouve qu'il était timide. Il n'avait pas vraiment d'idée. Il essayait toujours. Finalement, je lui dis, il prend toujours le bon choix, mais là, il le faisait trop, le petit passe vers le milieu en retrait. Je sais pas si t'es plus optimiste, enfin pas optimiste, parce que voilà, mais si t'es plus positif par rapport à la performance de Saka que moi. Non, je suis d'accord, sa performance n'était pas incroyable. Il a fait un espèce de... En fait, 2 fois en première mi-temps où il s'est retrouvé à gauche, où il a fait un espèce de centre, tu sais, où Martinelli a... Pour Martinelli, il était hors jeu, mais... Ouais, mais bon, c'était un peu une petite action... Ouais, c'est vrai. Mais il a essayé de dribbler, mais il s'en sort avec un espèce de compte favorable, un peu, je crois, et il fait son centre. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Et en deuxième mi-temps aussi, un espèce de petit dribble dans un petit espace, avec pareil, un espèce de... Ouais. Où tu crois qu'il a perdu, finalement il la récupère et il fait un tir, il essaye d'avoir Donnarumma au premier poteau dans un angle très limité. Donc au moins il a essayé un truc. Mais c'est vrai qu'à part ça, déjà ça c'était pas incroyable, mais à part ça il a pas fait grand-chose. Donc oui, sa performance, pas incroyable. Mais alors après, pour le défendre et pour tenter de l'expliquer, je dirais que... il revient de blessure déjà, donc oui, il est revenu à un niveau, etc. Mais il faut pas oublier que le mec, il a commencé combien de matchs depuis son retour ? 3 4 Les matchs contre le Real. Ouais, mais il était pas là. Il est rentré que 20 minutes à la fin ce week-end. Voilà, donc. Ce week-end. Contre Palace, je veux dire. On peut s'attendre à ce que le mec, il était absent 3 mois. Il a refait 3 matchs. On peut s'attendre à ce qu'il soit pas à son plus haut niveau. Et ça, je dis pas que ça changerait en fait que sa performance n'était pas terrible, hein. Mais ça, au moins ça explique peut-être plus. Et deuxièmement, je pense que le problème il est aussi du fait que, tu vois, quand on avait Havertz ou peut-être même Merino, tu vois, en avant, on a Havertz, on a une équipe qui fonctionne parfaitement et tout. Havertz il occupe des joueurs, ils alternent, etc. Trossard, le truc c'est qu'à un moment Trossard, tu peux mettre un défenseur sur lui, ça marche. Et le truc, c'est que si tu sais que c'est Saka le joueur le plus dangereux de l'équipe et qu'à côté, c'est pas non plus super dangereux, tu peux te dire, écoute, on met toutes nos ressources pour bloquer Saka parce que c'est lui, c'est plus dangereux. Et du coup, il peut moins faire. Il était quand même limité. Et souvent, il y avait 2 mecs sur lui, comme tu te rappelles, en début de saison, on disait ça aussi, il y avait toujours 2 mecs sur lui. Peut-être c'est ça aussi, hein. Peut-être que c'est plus... C'est sûr que c'est... Tu vois, si on avait par exemple Isaac, Nico Williams de l'autre côté, au milieu de terrain, on avait Eze ou je sais pas quoi, tu vois, des mecs explosifs, etc. Et qu'il y a Saka en plus, je pense que Saka il peut plus s'exprimer parce que tu te dis on va bloquer Saka, mais tu laisses l'espace aux autres. C'est pour ça aussi que les blessures, etc., les absences, ça affecte tous les joueurs en fait. Pour moi, c'est aussi comme ça que c'est expliqué. Donc, parce qu'ils vont pas mettre 3 joueurs sur Trossard, hein. J'adore Trossard et tout, mais ils vont pas mettre 3 joueurs sur Trossard. Et surtout que Trossard, et d'ailleurs, en effet, c'est plus intéressant quand t'as Merino ou Havertz devant dans le style un peu actuel d'Arteta. Mais Trossard, dans ce match, je l'ai trouvé pas mal, mais vraiment, il était pas mal quand il redescendait, prendre les ballons très bas. Donc en fait, leurs défenseurs centraux n'étaient jamais inquiétés. Ils pouvaient aller aider leur latéral, ou alors les ailiers revenaient toujours. D'ailleurs, je trouve que à position égale, par rapport à d'habitude, Saka faisait beaucoup moins d'efforts défensifs et a laissé Timber beaucoup trop souvent solo. Voilà, donc la suite pour moi c'est très vite fait, hein, ce manque de finition, mais en fait on a parlé de Zocaz, on a parlé de Martinelli, on a parlé de Trossard. Ça te va survolons cette partie. Attends, non. On n'a pas parlé de l'énorme raté, enfin pas un énorme raté, mais tir de Martinelli à la fin, pitoyable. Oh là là, j'avoue, je l'avais occulté de ma mémoire. C'était un acte manqué, occulté de ma mémoire. Ça, c'était quand même. Je l'ai revu là dans le highlight, en effet. Oh là là. Catastrophe. Oh là, ce tir, c'était typique quoi. C'était pas une occasion super franche, mais quand même, tu la cadres quoi. C'était encore pitoyable, excuse-moi. Ouais. Mais bon, un peu d'appréciation maintenant. Je pense que défense, franchement, la défense. Non, parlons du milieu avant. Parlons du milieu, parce qu'il y a un effet domino de cette suspension tellement débile de Partey qui se prend un carton jaune parce qu'il a poussé Rudiger qui demandait que ça depuis le début du match. Donc en fait, il y a eu un effet domino qui fait qu'on a dû redescendre Merino
Effet domino, redescendre Merino, c'est pas mal, au milieu de terrain. Donc à ce moment-là, on est obligé de descendre Rice en 6. Et ça, c'est pas possible. Pas parce qu'il est nul en 6, quoique il est quand même moins bon que Partey en 6. Mais en plus, on n'exploite pas toutes ses qualités à Rice qu'il a quand il est en 8, plus devant, et qui peut être un peu partout. C'est une sorte de machine de guerre qu'on a partout. Et là, tout d'un coup, on lui demande d'être le relais de la défense à l'attaque. Et au milieu, c'était très dommage qu'on se soit... Je trouve que le PSG, contre toute attente, et contre en tout cas mes attentes, le PSG a complètement géré le milieu. Bah, c'est-à-dire que c'est ça qui c'est bizarre aussi, c'est qu'il était en 6 Rice, mais il était on s'est quand même pris des transitions et tout, alors que normalement quand t'as Rice en 6, bah il est plutôt là pour empêcher ça. Mais c'est peut-être justement qu'il était en 6, mais il avait aussi le job de se projeter et tout. Et Merino, il est pas mal en construction en passe, mais c'est pas Partey. Alors ça, c'est un point positif par contre pour le match retour, c'est qu'on aura Partey, donc a priori Merino devant, et ça fait effet domino. Comme tu as dit, domino Merino. Et on n'aura plus Trossard, c'est pas pour critiquer Trossard, mais on aura plus de physique devant, donc peut-être plus de duels gagnés, parce que tu auras Partey dans l'équipe en plus, donc ça fait plus de duels gagnés. Partey qui va pouvoir nous faire jouer mieux, je pense. Rice qui va être, comme tu dis, toute action partout au milieu de terrain. A priori, c'est une bonne chose pour la suite. Mais c'est vrai que là, je sais pas s'ils ont complètement dominé le milieu, c'est plus que c'était un peu stérile de notre part, quoi. Après, ils ont un milieu excellent, donc je pense que même si on avait eu Partey, ça aurait été difficile. Quand tu regardes le milieu qu'ils ont, c'est pas mal quand même. Ouais, après, quand je dis qu'on n'exploite pas toutes les qualités de Rice, c'est aussi que justement, en rapport avec ce milieu du PSG, c'est que Rice plus haut permet de neutraliser Vitinha. Parce que tu neutralises Vitinha, tu neutralises quand même beaucoup du jeu du PSG. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est pas non plus facile à exécuter de le neutraliser, parce que ce mec est quand même à chaque fois tac, mais c'est souvent des petites 1-2, tu vois. Si t'as Rice en numéro 8, tu te les prends pas, ces 1-2 qui déroutent l'adversaire. Et en plus, t'as Partey pour le relais derrière. Donc moi, je trouve que Partey nous a beaucoup manqué. Et en effet, on verra dans la deuxième mi-temps si Partey, la deuxième mi-temps de cette demi-finale, si Partey est décisif. En tout cas, notre défense, mais franchement, quand Gabriel s'est blessé, que c'était blessé pour la saison, je me suis dit, ce sera Kivior. N'oublions pas, hein, j'ai dit, c'est fini, ça sert à rien d'espérer. Et là, quand même, Kivior, toujours aussi bon, toujours aussi clean. Saliba, bien solide, un petit peu fébrile parfois. J'inclus Raya dedans, parce que Raya était excellent, je trouvais. Oui, gros arrêt contre... c'est Doué. C'est aussi... Oui, Doué, c'est ça. On n'a pas parlé et Kvaratskhelia dévié par Timber aussi. Ouais, mais gros arrêt parce que le tir de Doué là, il était puissant et en plus bien inattendu au faut se coucher. Ouais, chaud quoi. Mais même en distribution, enfin, oui. Tu vois, c'est match à haute pression. Et d'ailleurs, il mettait un énorme pressing et j'ai trouvé qu'au début on avait l'air un peu fébrile, mais c'est pas vraiment sur. Tu vois, en fait. PSG ont eux-mêmes perdu beaucoup plus de ballons en tentant de jouer depuis leur défense que nous, finalement, dans l'ensemble du match. Oui. On a eu beaucoup de récupération de balles hautes. Et là, c'est un truc intéressant aussi à parler à propos d'Arsenal, c'est que tu sais qu'en Ligue, en récupération haute, on est deuxième en récupération. Ça veut dire que notre pressing est très efficace. Par contre, en conversion de récupération de balles hautes pour tir, on est 14e. Donc ça veut dire qu'on est très bon pour récupérer la balle en haut, mais on n'est pas du tout bon pour la convertir en une bonne occasion ou encore moins en un but. Donc ça, c'est dommage de ne pas exploiter ce filon, surtout contre le PSG. Combien de fois ils ont foiré Nuno Mendes qui se foirait, Pacho qui se foirait. Là, il fallait convertir ça en une occasion et à chaque fois, on n'avait aucune occasion franche sur les turnovers, sur les récupérations. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu regardes par exemple le Real Madrid. Je pense que s'ils étaient aussi bons que nous pour gagner des ballons hauts, bah ils mettraient là ils auraient gagné, tu vois, contre nous, s'ils avaient été aussi bons, parce que je pense que eux au contraire ils sont très... Tu te rappelles quand Bellingham tout d'un coup il récupère le ballon au milieu là, une espèce de transition, il la balance à Mbappé direct. Ça, c'est ça qui nous manque en fait, c'est des joueurs qui peuvent tout d'un coup en une passe, en deux passes, tac direct, ils se créent une opportunité et ils la mettent. C'est ça, si on avait ça, je pense qu'on gagnerait, mais facile, tu vois, la Ligue. Tu combines les deux, tu combines le fait de gagner. Je me rappelle, il y avait un match contre Brighton, c'était en 2023 là qu'on avait perdu 3-0. En première mi-temps, on avait récupéré le ballon, mais parce qu'ils essayaient de jouer derrière là en passe. On avait récupéré le ballon. Des Zerbi. Ouais. On avait récupéré le ballon, mais genre
mais genre 5 fois, je crois. Dans vraiment à des endroits super durs, et on l'avait pas mis, quoi. Et c'est aussi ce qui se passe quand tu regardes. Je pense contre le Sporting Lisbonne et contre le PSV, c'est un peu ce qui se passait, c'est qu'on récupérait le ballon super haut. Et je sais pas, c'est parce qu'on trouvait plus d'espace dans ces matchs-là. Et là, on convertissait et on se retrouve à 5-1, 7-1. Donc, tu vois un peu le truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de dire aussi que les joueurs qui sont très bons pour faire le pressing, etc., ils sont bons pour ça, mais ils sont pas bons ensuite pour convertir. Parce que trouver un profil de joueur qui est excellent en pressing et qui est en même temps excellent dans ce... Bah ouais. Et en plus, il se fatigue au pressing. Donc, c'est ça. Odegaard, il est excellent en pressing. Mais c'est pas le mec qui va tout de suite te faire la passe pour créer l'opportunité ou tirer, quoi. Ou dribbler, ou je sais pas quoi. Et c'est un peu ça le souci qu'on a, quoi. Donc il faudrait trouver ce profil de joueur qui peut à la fois presser comme un dingue et en même temps se créer l'opportunité rapidement. Pour moi, les grosses performances du côté d'Arsenal, j'ai envie de revenir un peu sur Rice parce qu'on est dit qu'il n'a pas trop bien exploité ses qualités, mais c'est quand même le mec qui est quand même là tout le match à essayer de nous amener vers l'avant, etc. Et si nos attaquants avaient un peu une meilleure finition et avaient pu finir les occasions, on dirait aujourd'hui Rice est homme du match, je pense. Il a quand même été le moteur de l'équipe, il a quand même été le capitaine, enfin de fait parce que le capitaine c'était Odegaard. Il a quand même réussi à pousser l'équipe avec parfois il a dit ok, en face de moi la PSG ils sont fatigués, moi tu sais quoi, je vais courir, je vais traverser la ligne. Il y est allé, ensuite il a écarté, ensuite il était sur les duels, il a quand même réussi à remonter la pente, voilà. Donc je voulais juste dire quand même que Rice, malgré ce qu'on a dit tactiquement était pas bien exploité, lui-même dans sa performance était quand même incroyable. Et l'autre que je voudrais mentionner, comme ça on les regroupe ensemble, et d'ailleurs il y a eu ça, c'est assez lié, c'est Miles Lewis Kelly qui à 18 ans fait un énorme match alors que le mec on lui demande de faire à peu près 3 positions en même temps et t'as vu le truc Partey nous manquait assez vite en deuxième mi-temps, on a vu que Miles Lewis Kelly venait occuper la place de numéro 6 pour permettre à Rice de monter et c'est là qu'on a commencé à être un peu plus dangereux. Ensuite on s'est un peu éteint sur la fin de match. Donc Miles Lewis Kelly, moi avant le match je me suis dit il nous fait que des performances de dingue mais il a 18 ans, est-ce que ça va être le match où il va flancher? Franchement vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable, et en fait, c'est ça que je veux voir plus dans l'équipe, c'est-à-dire Rice et Lewis Kelly, c'est qu'ils prennent la responsabilité un moment de se dire, au lieu d'être là, allez, je fais la petite passe et j'attends que quelqu'un le fasse pour moi, ou que l'équipe, j'attends que quelque chose se passe, c'est non. C'est genre, il se passe rien, ok, bah moi je vais prendre des risques, je vais y aller, c'est ce qu'il fait sur l'action où il fait le superbe ballon à Martinelli. C'est ce qui se passe quand Rice il crée l'opportunité pour Trossard. Et c'est vrai qu'ils essayent. Et en plus, non seulement. T'as des joueurs, parfois, ils essayent, ils courent dans tous les sens, comme Bellingham, quand il jouait pour l'Angleterre là, à l'Euro. Et ils sont en train de foirer, et puis il se met à courir dans tous les sens, à faire n'importe quoi, sauf que c'est complètement inefficace. C'est facile de dire je prends ma responsabilité, je suis le chef ici, et je cours partout, et donnez-moi le ballon, et je vais tout dribbler, et tu foires complètement, et tu fais foirer l'équipe. Sauf qu'eux, ils font ça, mais en plus, ils sont efficaces, ils le font au bon moment, ils le font dans le sens de l'équipe, quoi. Et c'est ça qu'il faudrait plus. C'est pour ça aussi, ce que tu as dit sur Saka. Saka, normalement aussi, il devrait avoir plus ce truc de capitaine. Là, je pense qu'il y avait un facteur du fait qu'il était peut-être pas au top à cause du fait qu'il revient de blessure et qu'il était super marqué. Mais c'est ça qu'on voulait voir plus aussi de lui, quoi. Qui crée des trucs tout seul. Et ouais, donc ouais, on peut saluer ces deux performances. Surtout, ouais, Miles Lewis Kelly, mais la confiance qu'il a de faire ça. Après, il a un talent énorme. Je pense que le mec, c'est impossible de l'attraper, quoi. Ça doit être un cauchemar, quoi, pour les défenseurs. Mais superbe, et son action, mais incroyable. On n'a pas assez parlé. C'est parce que ce qui prend la tête de ce truc, c'est le raté de Martinelli, mais il prend le ballon au milieu de terrain, je crois qu'il est, je sais pas s'il est dans sa surface, mais en tout cas il est près de la ligne. Tu veux dire il est dans son camp, ouais. Dans son camp, ouais. Ouais, pas dans sa surface. Et tu crois qu'il va la perdre, il fait un espèce de contrôle où il est un peu déstabilisé et hop, il la reprend, il commence à se projeter devant super vite. Comment dire, il bloque le défenseur qui arrive sur lui et il fait la passe parfaite
pour Martinelli. Ouais, ça aurait été l'assist de malade. Ah ouais. Mais c'est marrant sa manière de percer les lignes parce que lui, t'as l'impression qu'il est à la fois en train de dribbler, mais qu'il est aussi en train de rebondir contre les épaules des autres joueurs parce il est tellement petit et costaud. Il a un centre de gravité bas aussi, ça aide. Ça arrive pas souvent, hein, un joueur comme ça qui sort de l'académie, une pépite aussi incroyable. Donc je pense qu'on peut le mentionner. Hein. Peut-être même cette année. Au début, on parlait beaucoup plus de Nwaneri parce qu'il a mis plus de buts, etc. Mais peut-être dire, tu regardes les. C'est pas pour comparer ou pour dénigrer Nwaneri, pas du tout. Hein. Mais c'est pour dire. Moi, au début, j'étais plus. Ouais, Nwaneri, c'est vraiment le talent. Et Miles Lewis Kelly, oui, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais là, je suis plus en train de dire, en fait, le plus gros talent des deux, c'est peut-être même le Miles Lewis Kelly. Peut-être. C'est la meilleure percée depuis longtemps. Hein, Mais c'est pas pour critiquer Nwaneri qui pareil, a un talent énorme et fait une énorme saison, quoi. Qui est plus jeune aussi. Bon, pour la suite. Seulement 2 équipes dans l'histoire se sont qualifiées pour la finale après avoir perdu le match aller à la maison. Donc ça va être chaud. Attends, on peut le faire. Redis quoi ? 2 équipes anglaises ? Non, seulement 2 équipes dans l'histoire de la Champions League se sont qualifiées pour la finale après avoir perdu le match aller à la maison. Dont Tottenham, qui avait perdu 1-0 à la maison en 2019 et qui avait fait, je sais pas si tu te souviens, un comeback de dingue. C'est là où le hat-trick de Lucas Moura. Un des meilleurs joueurs de tous les temps, Lucas Moura. Ex-joueur du PSG d'ailleurs. Ah oui. Non, mais Tottenham, quand Lucas Moura il met le 3 buts, c'est à Amsterdam ? Ouais. Ok. Je me souvenais pas de ça. Je sais plus. Oui, c'est vrai qu'ils ont un maillot de merde. Enfin, c'était l'année en fait. De merde, mais ils ont un maillot de merde d'une autre couleur. C'était l'année où comment il s'appelle, où Liverpool avait fait la remontada contre. Ils avaient perdu 3-0 au Camp Nou et ils étaient revenus 4-0 chez eux. Avec le corner rapide. Ouais, l'année où ils avaient gagné la Champions League d'ailleurs contre Tottenham. Bon, quel line-up pour le retour? Alors, très vite fait, on ne parle pas de Bournemouth. Hein. J'ai aucune idée s'il faut mettre que des gamins contre Bournemouth, pour ce qui, évidemment, il ne va pas faire. Mais vraiment, le PSG, t'inquiète qu'ils ne vont pas s'ennuyer contre Strasbourg. Ils sont déjà champions. Ils n'ont même plus le truc de devoir rester invaincus parce qu'ils ont été battus par Nice il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que vraiment, ils vont se reposer. Ils vont se concentrer sur le match retour chez eux. Nous, on doit venir ensuite. Enfin, je dis venir à Paris parce que j'y suis, mais on doit aller à Paris. Ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce qu'on abandonne le match contre Bournemouth, sachant que notre place en Champions League n'est pas garantie, que derrière, on a Liverpool et Newcastle à jouer encore avant la fin de la saison? C'est compliqué, mais t'as pas. Et Bournemouth, c'est un match fatigant. Les mecs, ils mettent une intensité de fou. C'est vraiment le pire moment où tu pouvais avoir Bournemouth. C'était Bournemouth où il faut faire quelque chose. C'était le pire moment. Mais donc ne parlons pas de Bournemouth. On verra bien ce que Arteta a fait. Et à mon avis, ce sera une équipe assez solide. Mais quel est ton line-up pour le match retour? Pour le match retour contre PSG. D'abord, si je peux juste parler vite fait, Bournemouth, pour moi. Ouais, si tu veux. Non, enfin, pas Bournemouth en soi, on s'en fout, mais. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un peu trop été à se dire on s'en fout, de toute façon, Crystal Palace, etc., Ipswich. Sauf qu'on l'a fait trop, on a fait trop de matchs nuls. Et là, j'ai regardé le tableau. Alors, je crois qu'on a quand même 4 points d'avance sur Nottingham Forest, ou je sais plus qui, ou Newcastle. Non, Nottingham Forest, je crois. Oui, mais derrière, il n'y a que 2 points d'écart avec en fait, le 7ème. Je crois qu'on a 6 points qui séparent nous du 7ème. Donc 6 points à 4 matchs de la fin, sachant qu'on doit jouer Liverpool chez eux. Ok, ils ont gagné le titre, mais quand même. C'est d'ailleurs après Bournemouth. Et on doit jouer Newcastle chez nous. Ils sont chauds et ils ont envie d'avoir la Champions League. Et sachant ce qui s'est passé contre Newcastle cette saison, je suis pas hyper serein. Bournemouth, c'est quand même un match compliqué, même si c'est chez nous. On doit jouer Southampton chez eux, mais bon, disons que c'est quand même toujours. Je sais que c'est Southampton et qu'ils sont nuls, mais c'est pas non plus encore gagné. Là, si on perd les 4 prochains matchs, on peut se retrouver en dehors des 5 places de Champions League. Et je veux pas être pessimiste ni rien, mais on peut se retrouver à la fin de la saison à ne pas être en finale de la Champions League, à être en dehors des places de Champions League, d'avoir Tottenham ou Manchester United qui gagnent l'Europa League, et en plus de se faire piquer la place le dernier jour en Champions League par Newcastle, ou tu vois, là j'imagine le pire scénario,
Mais c'est pas impossible, ça. Donc là, faut vraiment pas prendre ça à la légère, le match de Bournemouth. Et je pense que Arteta le prendra pas à la légère. Et pour moi, il faut le gagner, quoi. Donc pour moi, il faut qu'il mette... D'accord, il fait une rotation, mais pour moi, il n'y a pas de Sterling. Il y a peut-être Nwaneri. Il y a peut-être Zinchenko en arrière-gauche, vite fait. Mais c'est pas... Si on marque 1 ou 2-0 et qu'il reste 20 minutes, on fait sortir les joueurs. Mais il faut gagner ce match. Donc pour moi, il faut mettre le starting 11. Pour enchaîner... C'est bien. Je voulais pas finir sur une note négative. Mais tu bon, pourras couper ça y est, au montage. Non, mais surtout que tu as oublié dans le... Oui, non, parce que tu es déjà allé à la fin de la saison, mais en chemin, un match contre Bournemouth comme ça sent encore un claquage d'ischio d'un de nos grands joueurs. Si Saliba se blesse là, bon, bah voilà, ciao. Ciao. Mais non, on a Ben White. Alors, juste pour... donc maintenant, comme tu vas pouvoir couper ça au montage, je vais enchaîner avec le line-up. Donc, qu'est-ce que je mettrais comme line-up pour le match retour ? Comme Partey revient, Partey en numéro 6, Rice en numéro 8, Odegaard en numéro 8 à droite, devant Merino, Martinelli, moi je le laisse, personnellement. Je mets Saka, ensuite Lewis Kelly, Kiwior, Saliba, Timber, Raya. Voilà. Pour moi, c'est ça le line-up. Je pense que ce sera ça le line-up. Là, juste où moi je ferai un truc différent, c'est que je laisserai Trossard à gauche et Martinelli sur le banc. Parce qu'en plus, tu peux avoir Martinelli en impact à la limite, mais je trouve que Trossard a mérité de garder sa place plus que Martinelli dans ce match. Et surtout, ce sera peut-être plus un match où on a la possession et qu'il faut débloquer des trucs. Et Martinelli, c'est pas du tout ça. Je suis content d'avoir Trossard qui est meilleur à gauche que quand il est en pointe, qui est meilleur quand il y a Merino et Rice autour de lui. Ça a un équilibre un peu mieux, je trouve, avec Trossard. Et d'ailleurs, je le dis, à mon avis, ce sera Martinelli, parce que je connais Arteta et que c'est un peu genre, ceux qui étaient là depuis le début, vous serez titulaire à n'importe quel prix. Odegaard, Martinelli, vous serez toujours titulaire. mais c'est possible qu'il décide de mettre Trossard. Hein. C'est possible qu'il décide de mettre Trossard au vu de la performance d'hier. Des performances relatives de chacun. En vrai, je serais content avec les deux. Je serais pas oh non, il a mis Trossard, tu vois, parce que pour moi il est bon aussi. C'est juste que j'ai l'impression, ok, il a ses défauts Martinelli, mais c'est quand même vachement chiant pour les défenseurs, quoi. Quand ils voient Martinelli, ils se disent oui, peut-être il va foirer, mais c'est quand même chiant de devoir se retrouver contre un mec comme ça, parce que le mec est quand même fort, il est quand même bon en dribble, il est rapide. Je pense pas qu'ils se disent mais de toute façon il va foirer, on va le laisser faire. Alors que Trossard, je pense qu'il est tricky. Trossard, t'as pas l'impression qu'il peut te dribbler, il va te dribbler. T'as pas l'impression qu'il va pouvoir faire le centre, il va le faire. T'as pas l'impression qu'il va pouvoir tirer, il sort son tir. Donc c'est un peu... mais... Ouais, je dirais quand même Martinelli, moi. Mais bon. J'imagine tellement le défenseur en train de se dire oh putain c'est Martinelli, peut-être il va foirer mais je dois faire attention. Sinon ils disent personne sur Martinelli, laissez-le tirer. Laissez-le courir tout droit, tête baissée. Bon, on a un peu dépassé les temps habituels, mais en même temps on est en demi-finale de la Champions League, on fait ce qu'on veut. Voilà, tu n'as rien à ajouter? Non, mais après pour finir sur une note positive, voilà, ce que je retiens de ce match, si on efface tout, voilà, ça c'est fait. C'est 1-0 pour le PSG, d'accord. Mais c'est pas un match comme en Coupe du Monde, c'est 2 matchs. C'est chez eux, d'accord. De toute façon, ça allait être dur de toute façon. Même si on avait gagné 2-0 ce soir, ça aurait été dur quand même. Donc, faut voir ça comme ça. Et il va falloir marquer là-bas, c'est tout. Ok, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est faisable, on peut le faire, on est une équipe qui peut le faire. Un petit corner à la 9e minute. Ça aurait pu être bien pire que ce qui s'est passé. Ça aurait pu être 3-0 facilement pour eux. Et là, c'était vraiment mort. Parce qu'après, il faut aller chez eux et mettre 3-0. Donc pour moi, tout c'est faisable. Et en plus, faut pas... C'est quoi cette merde là? Tu parles de quoi? Je sais pas, j'ai reçu un message chelou. Non. C'est quoi? C'est Anita, 2 km, chaude. Non, pas du tout. Non, elle s'appelle pas Anita, c'est ça? Non, c'est je sais pas quoi, alerte, machin, c'est du spa, un truc de... Vous avez gagné un iPhone 16. Ouais, non, c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, moi je pense qu'il faut se dire, c'est que 1-0, tout est à faire. Et en plus, ils vont se poser des questions, le PSG, je pense. C'est quand même, faut pas oublier que c'est quand même l'équipe qui s'est fait remonter. Je sais que c'était pas les mêmes joueurs et tout ça, mais
c'est quand même le club qui s'est fait remonter après avoir gagné 4-0 chez eux, qui s'est fait remonter 6-1. Bon, il y a eu des décisions controversées parce que c'était le Barça, comme d'habitude, mais quand même, ils se sont pris 6-1. C'est la remontada la plus connue. C'était Unai Emery, et voilà. Mais s'il y a quelque chose que je connais parce que je les fréquente beaucoup, c'est les supporters du PSG. Et je sais que ils vont. En fait, là, ils étaient trop contents hier et ils ont raison. Faites la fête et les joueurs, ils ont dû faire la fête. Mais là, ils ont dû se réveiller et chaque jour, ils vont commencer à stresser de la position épineuse. Est-ce qu'on défend le 1-0 ? Est-ce qu'on attaque ? Tu sais, c'est ce truc un peu bâtard entre les deux. Et bah, les gars, vous savez quoi ? Faites ce que vous voulez. Au retour, on vous met 2-0. je sens que ça va être un. Si t'as une prédiction, moi j'ai une prédiction. Ça va être 1-0 pour Arsenal. Ça va être prolongation. Et on va gagner à la prolongation. Voilà. 2-1. Ah, moi, par contre, s'il y a tir au but, j'éteins, je regarde même pas. Avec Donnarumma Raya. Bon, de toute façon, on va parler du match de Bournemouth plus tard. Donc, on pourra aussi se refaire un petit aperçu pré-PSG s'il y a des nouvelles d'ici là. D'ailleurs, si Dembélé est blessé ou pas. Parce qu'il s'est quand même tenu la cuisse après un gros sprint. Il a dû sortir alors que c'est pas lui qui était censé être sorti. Donc, voilà. Je dois dire que j'adore Dembélé, forcément parce qu'il est en équipe de France, mais j'adore plus. Je le trouve juste trop marrant, ce joueur. C'est juste trop drôle. Ses attitudes quand il marque et tout, c'est trop drôle, quoi. Ouais, il est trop bien, mais même il est hyper drôle en vrai. Il est drôle. Après, il est super. Même volontairement, je veux dire. Il faut quand même dire que c'est quand même un joueur qui est hyper agréable à regarder. Il est trop fort, quoi. Il a un talent incroyable. Et là, il est exploité à son meilleur en étant un peu faux 9, ailier 10. C'est juste et dommage. chaque fois, il se met là où il y a de l'espace, trop fort. C'est dommage qu'il est un peu pas foiré complètement, mais c'est dommage qu'il ait pas, tu vois, atteint son potentiel au Barça. Attends, là, il l'atteint maintenant, d'accord. tu vois, mais. Oui, parce que là, s'il gagne la Champions League, il y a de grandes chances qu'il soit Ballon d'Or. Donc, c'est entre lui et Rafinha. Tu peux pas faire mieux pour individuellement. C'est entre lui, Rafinha et Kulusevski. Ou James Maddison, c'est entre les deux, entre ces quatre-là, quoi. Allez. Sur ce. Adios. C'est Bayos. Ciao, ciao.